Donc bonjour à toutes et à tous. Alors en toute chose, je suis désolé pour la voix et l'air abattu, je suis malade, je vais faire de mon mieux. Si vous ne m'entendez pas, dites-le, j'essaierai d'hausser un petit peu la voix. Mais en tout cas, bienvenue à ce talk, où il va être question donc, de containerisation, et plus particulièrement de l'histoire et de l'évolution de cette dernière depuis ses débuts, il y a longtemps. Donc, on va vous parler d'un temps lointain, vraiment lointain. On va légèrement modifier la question, modifier, pardon, les paroles de la chanson. Et on va commencer par vous poser une première question. Qui travaille depuis plus de 10 ans? Ouais. Qui travaille depuis plus de 20 ans? Quand même, on se sent en minorité. D'accord. Bon, je poserai pas la dernière question. Si, quelqu'un me challenge là, qui travaille depuis plus de 30 ans là? Non. On applaudit, s'il vous plaît, là. Respect. Bravo. Question polémique à ma droite. Bientôt la retraite. Je ne répondrai pas à cette question. Quand on aime, on compte pas. On en reparlera. On en reparlera quand même un petit peu. Bon, en tout cas, je me présente, je m'appelle Thomas Fender, je travaille pour la société Softeam, qui est une entité du groupe DocaPost, qui est une entité du groupe La Poste que vous connaissez toutes et tous. Donc, d'ailleurs, cette année, on a 2 stands sur le salon. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou. On vous pourra vous parler un petit peu de nos projets, parce que je ne sais pas ce qu'on peut s'imaginer sur La Poste, mais on a des projets qui sont quand même très récents et des enjeux de société, hein. On va sur tout ce qui est l'e-santé, on va également avoir tout ce qui est un petit peu la conformité, on passe également sur l'IA. Donc simplement, si vous voulez venir en discuter, voir ce qu'on fait, n'hésitez pas, vous serez les bienvenus. Autre chose que je fais, allez, là je vous ai peut-être saoulé avec ça. Allez, faites-moi plaisir là, autre petit sondage. Qui a lu cet article sur le blog de Devoxx ? Et vous le faites exprès, là, hein. C'est rien que pour me faire mal, hein. C'est pour m'achever. Bon, c'est quand même dans votre intérêt, c'est pour votre bien. En gros, qui est venu ici avec un carnet et un stylo? Qui a l'intention de prendre des notes? Allez lire l'article, ce sera mieux. On est tous d'accord que dans 2 semaines, 1 mois, est-ce que vous saurez encore où il est ce carnet? Est-ce que vous allez vraiment le lire? Allez, les yeux dans les yeux, dites-le moi, osez. Ouais, ok, on en reparlera. En tout cas, si vous voulez passer sur quelque chose d'un petit peu plus moderne et qui pourrait vous aider, qui ferait en sorte que ça pourrait vous servir dans plusieurs mois, voire dans plusieurs années, j'en parle justement dans cet article. C'est comment bien préparer son salon, des choses aussi simples que faire son planning, tout simplement à l'avance. 200 talks, vous n'allez pas lire ça en 5 minutes avant le salon, c'est un peu dommage. Et il y a d'autres conseils pratiques et également comment se créer sa propre base de connaissances. Ça, c'est un sujet sur lequel j'insiste tout particulièrement. Pour moi, il est très important. Si vous venez à Devoxx, si vous prenez des notes, c'est pour que ça vous serve. Ce n'est pas que pour vous donner bonne conscience. Et il y a des moyens de faire en sorte que ça serve dans des années. Et alors, justement, ça me fait bien plaisir parce que cette année à Devoxx, il y a un talk qui va également parler de cela. Je fais de la pub. Je vous conseille d'aller le voir. C'est Fabien et David. C'est demain. C'est justement comment bien faire en sorte que sa veille techno, elle vous soit utile. Moi, je parle de base de connaissances, eux, ils parlent de second cerveau. Honnêtement, c'est un talk qui a déjà été donné au DevFest Nantes de cette année. Il est très bien. En tout cas, moi, personnellement, je ne saurais que trop vous conseiller d'aller le voir, ou ne serait-ce qu'en replay après coup. Ça, c'est quelque chose, ça va vous servir toute votre vie. Et pour nous, voilà, on est des techos. Ce qu'on a lu, il faut que ça serve. Revenons au sujet qui va nous intéresser jusqu'à la fin de ce talk, à savoir par quoi l'informatique est passée pour arriver jusqu'aux conteneurs tels qu'on les connaît aujourd'hui et pourquoi on est passé par là. L'idée, c'est un petit peu de se dire que pour comprendre où on en est maintenant et pour mieux envisager, envisager l'avenir, c'est bien de savoir d'où l'on vient. Donc, disclaimer,
je ne vais pas vous sortir des lignes de commande. Si, il y en aura quelques-unes. Mais l'idée, ce n'est ni de vous expliquer la plomberie ou la faïence d'un Docker ou d'un Kubernetes ou d'un autre conteneur runtime. On va voir ce que c'est. Et je suis désolé, il y aura des slides verbeux. Je vous donnerai les slides ainsi que bien des ressources à la fin du talk. Donc vous aurez accès un petit peu, même si vous le voulez, à mes notes de travail. Ça, c'est si vous avez du mal à vous endormir le soir. Pas besoin de passer par la pharmacie, vous oubliez. 60 pages au moins, vous serez heureux. Donc, chronologie, on a dit. Il va être question de date. On va en voir un certain nombre. Bon. Et d'autres. Et encore d'autres. Donc, ça fait un fichu paquet. Soyons clairs, il y en a trop. On n'arrivera pas à voir tout ça. Donc, dans tous les cas, si on n'arrive pas à tout voir, je vous l'ai dit, je vous donnerai les docs après coup qui vous permettront, si vous voulez creuser un point, justement, de pouvoir les jeter un œil. Donc, on attaque. On attaque par deux rappels, deux définitions dont on va avoir besoin. La première d'entre elles, c'est tout bête, on est sur un talk sur les conteneurs. C'est quoi un conteneur? Zut, qu'est-ce qu'il fait? C'est bien dommage, il n'y a pas de vraie définition, il n'y a rien d'officiel sur c'est quoi un conteneur. Donc, ce qu'on peut en dire, consensus. Un conteneur, c'est un groupe de processus isolés du reste du système, du host, par certains moyens. Ce n'est pas acté, ce n'est pas normé, on va en discuter de certains moyens. Mais c'est simplement, pris au pied de la lettre, c'est un groupe de processus isolés. Ça, conteneur. Donc, ce qui va avec. Qu'est-ce qu'un runtime? Alors, un runtime, ou un runtime environment, ou un RTE, ou un environnement d'exécution en bon français. Ça, on connaît davantage. Il m'a fait peur. Donc, c'est une pile logicielle, c'est une couche logicielle qui offre tous les services nécessaires à l'exécution d'applications, et indépendamment justement du système host, du système d'exploitation. Faut que le runtime donne les moyens justement à ce qu'il héberge de pouvoir tourner. C'est pour ça qu'on parle surtout d'exécution. Alors, des runtimes, il y en a des bien connus. Celui-ci, je pense que j'imagine qu'il y a un grand nombre de javaïstes ici. Le JRE, on le connaît tous bien. Le JRE, à ne pas confondre avec le JDK, le JRE, lui, il inclut donc la JVM, la machine virtuelle, et tout un nombre de classes, tout un ensemble, une librairie de classes nécessaires pour que votre programme, votre bytecode, il puisse bien s'exécuter. Donc là, j'ai parlé justement du runtime de Java, mais il y en a d'autres en fait. Vous avez également Node.js qui est considéré comme un runtime. Vous auriez également le bon vieux Cygwin qui serait également un runtime pour les applications Linux. Et vous voyez que le parallèle entre les deux, il est relativement simple, ça se ressemble. Vous avez dans tous les cas ce qui va vous permettre cette fameuse pile logicielle qui va permettre l'exécution. Et derrière, vous avez la JVM pour Java, et vous avez V8, le moteur JavaScript initialement créé par Google, pour Node. Et donc, on mixe les deux, et on obtient quoi? Un conteneur runtime, à savoir une pile logicielle qui va permettre d'exécuter nos groupes de process isolés, donc d'exécuter nos conteneurs. Donc quand on vous parle dans une doc quelconque de conteneur runtime, c'est ça. C'est l'ensemble du soft qui va permettre d'exécuter les conteneurs. Donc voici pour les petits rappels qu'on avait. Et on attaque. Allez, c'est bon, c'est pour les anciens là. Alors, vous ne me ferez pas croire que vous avez pratiqué sur ce que vous allez voir. Là, je ne vous croirai pas. Voilà. Allez-y, là, allez, chiche. Voilà, on est d'accord. 1972, un PDP 11. Je ne sais pas si vous les avez reconnus, mais on a Ken Thompson et Dennis Ritchie, mais si vous saviez qui c'était. Ken Thompson, c'est tout simplement l'inventeur d'Unix. Première version, c'est lui qui l'a écrite. Il a été aidé par Dennis Ritchie. Alors, peut-être qu'il y en a certains, comme il y a des anciens, allez, si je vous parle d'un petit livre d'environ 150 pages qui était plutôt jaune avec 2 noms dessus, vous me dites tout en cœur, et voilà, c'est parfait, super, 10 sur 10. C'est l'inventeur du langage C. Et il a travaillé avec Ken Thompson pour créer le système Unix. Alors justement, l'idée originale de conteneur, de processus isolé, elle apparaît avec les systèmes Unix. Donc l'idée, c'est tout simplement de pouvoir mieux isoler le code applicatif. Ah oui, ok, mais pourquoi?
Parce que vous voyez que cette fantastique machine extrêmement compacte qu'il y a sur la photo, elle coûte un bras. En fait, elle coûte vos 2 bras et vos 2 jambes. Donc, il y en a peu. Si on en a un, déjà on est bien content. Il faut être capable de l'exploiter au maximum, ce qui veut dire partager les ressources, partager entre les utilisateurs. On a une deuxième problématique. Comme quoi, même en 1970, on avait les mêmes problématiques. C'est beau. Les tests. Fantastique. Là, le problème, il est quand même légèrement différent. Super cher, donc on n'en a qu'un. Donc, sur ce 1, qu'est-ce qui tourne en même temps, hein? Les bonnes pratiques, hein? La prod et les tests. Après tout, une machine pour la prod et les tests, hein, logique, quoi. Évidemment, ça peut piquer un peu. Donc on s'est dit, ce serait bien, donc on va commencer justement à créer des premières sandbox, hein, donc des environnements isolés pour pouvoir tester nos applications, pour permettre aux développeurs de tester leur application, donc sur la prod, mais sans que ça fasse tomber la prod. En d'autres termes, on a nos premiers conteneurs. On passe en 1979 sur CHRoot. CHRoot, qui a été créé avec la version 7 d'Unix, donc une des toutes premières, hein, qui tournait d'ailleurs sur l'ordinateur précédent. Qu'est-ce qu'elle vous permet? CHRoot, ça permet de changer le répertoire racine d'un processus et de ses enfants. Hein, ce qui est intéressant de noter sur le petit schéma que vous voyez là-bas, c'est cette notion, ce joli mot de jails. C'est une prison. Vous avez isolé justement une arbo. Et derrière, c'est ce qui a marqué justement le début de l'isolation des processus. Vous restreignez l'accès d'une application à une arborescence de fichiers donnés. Alors, la sécurité se voit renforcée, étant parce que vous n'êtes pas censé pouvoir sortir de cet environnement que vous avez défini. En gros, on ne revient pas au système extérieur. Ma souris qui disparaît. De mon côté, je ne vois rien. Donc, vous avez un petit exemple de code là. Je ne sais pas si tout le monde le voit, mais on commence par un ls de base. Il va nous afficher les 4 premiers répertoires qu'on voit à gauche, hein, bin, home, usr et var. Derrière, vous déclarez donc un chroot. Et vous dites glorieusement, non, moi je veux que mon bash il ne s'exécute plus sur la racine, donc tout à gauche, mais je veux qu'il s'exécute sur justement mon /home, donc me. En gros, je veux qu'il soit même test, je veux qu'il soit juste derrière test. Vous relancez ls derrière, vous ne voyez plus 4 répertoires, vous n'en voyez plus que 3. Vous êtes dans la prison, vous êtes dans l'environnement isolé. Alors ça, c'est une commande qui est encore utilisée jusqu'à aujourd'hui. Pas tout à fait, en fait. Docker & Co, ils préfèrent PivoRoot. Soyons bien clairs, c'est la même chose, c'est simplement plus sécurisé. Il y a quelques soucis de sécurité qui sont connus avec CHRoot. En fait, c'est que cette garantie que tu ne sortiras pas de la prison, en fait, c'est pas si compliqué que ça que d'être Arsène Lupin et que de s'échapper. Donc PivoRoot, il est beaucoup plus sécurisé à ce niveau-là. On s'en échappe beaucoup plus difficilement. Gros gap. On passe aux années 2000. FreeBSD, jails. On voit que les noms reviennent, hein, on n'a rien réinventé. Là aussi, c'est un système qui va tout simplement permettre, on va pouvoir partitionner un OS en sous-systèmes indépendants. Et donc justement, ces sous-systèmes indépendants qui vont nous permettre d'isoler le processus, on les a appelés des jails. Voilà. Donc chaque jail va disposer de son propre système de fichiers, de ses propres utilisateurs et groupes d'utilisateurs, et de son propre réseau, ce qui veut dire qu'on va avoir sa propre IP. Et pourquoi ce n'est pas apparu? Parce que je n'ai pas cliqué. Les jails peuvent être utilisés pour créer des environnements d'exécution spécifiques justement pour nos applications. En gros, elles portent bien leur nom. Alors ça, c'était donc là, on est vraiment sur les précurseurs. On passe en 2001 avec Linux vServer. Alors là aussi, grande originalité, on n'a plus des jails, on a un mécanisme de prison. Je vous le dis tout de suite, ne regardez pas le schéma. C'est une galère sans nom. C'est extrêmement peu documenté, bon, c'est vieux en même temps. Donc c'est le seul schéma d'architecture que j'ai trouvé sur vServer. Si jamais vous en trouvez un autre, je veux bien que vous me l'envoyiez, parce que de mon côté, il n'y a rien à faire. Alors, il y a une parade qui est dans quelques slides, il y aura OpenVirtuoso, OpenVZ, qui repose sur les mêmes principes. Donc on verra un peu plus de l'architecture, car ce ne sera pas loin d'être la même. Donc, lui, il permet justement d'ajouter des capacités de virtualisation au niveau de l'OS, des capacités de virtualisation de l'OS
au niveau du noyau Linux. Donc, on va pouvoir, ça c'est une virtualisation dite légère, on va pouvoir partager le noyau de l'OS entre différents conteneurs, ce qu'on avait appelé des VPS, des Virtual Private Servers, plutôt que de créer à chaque fois un noyau séparé. Ce qui veut dire que, techniquement, avec ce principe, on va pouvoir faire tourner plusieurs distributions, enfin, ce qui serait plusieurs distributions Linux, plusieurs OS sur un seul OS. Justement, oui, on peut partager un noyau, on peut par contre avoir des couches qui gravitent autour qui utilisent ce même noyau, ce à quoi va correspondre une distribution Linux. Souci, et il y a une pensée pour vos ops. Oui, ça c'est l'autre question que je la poserai après. Et il y a une pensée pour vos ops. Si vous voulez faire ça, si vous voulez le déployer sur un gros patch de machine, vous devez patcher le noyau Linux. C'est une charge en plus pour vos ops. Alors oui, la blague quand on recherche les schémas, c'est qu'on tombe souvent sur Linux Virtual Server, LVS. Ça n'a rien à voir. C'est un outil de load balancing. Donc non, si vous me trouvez un schéma d'architecture sur LVS, vous avez perdu. Je ne le prends pas. On passe ensuite, extrêmement important, au premier namespace côté Linux. Alors, qu'est-ce qu'un namespace? C'est une fonctionnalité donc, du noyau Linux qui permet à vos process d'être séparés des autres. Donc, hop, on va pouvoir, chaque processus va pouvoir disposer de ses propres ressources, et elles sont nombreuses, c'est tout ce que vous avez sur la ligne du bas en vert. Les namespaces, en gros, si on devait les résumer en une phrase, ils vont limiter ce que l'on peut voir. C'est ça qu'il faut garder en tête. Donc ça, là, on progresse. On progresse. Là, on a maintenant d'autres fonctionnalités d'isolation, de limitation de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut voir. Hop là. Alors, ça, c'est une ressource que réellement je vous conseille. C'est quelqu'un qui est bien plus doué que moi pour vulgariser des concepts compliqués. C'est Julia Evans qui le fait. Elle a un zine qu'elle publie donc, sur Twitter. Je vous donnerai la référence complète en fin de talk. Vous verrez que dans le détail, elle va vous expliquer justement comment est-ce que fonctionne un namespace. Ainsi que bien d'autres concepts. Elle va passer un petit peu sur tout le fonctionnement justement des conteneurs. Elle parlera également des C-groups dont on parlera un petit peu après. On ne va pas passer trop de temps dessus, mais c'est vraiment une super ressource. Notez simplement que si on veut créer un namespace, regardez le nom que porte la commande unshare. Tu ne partageras point. On annonce bien la couleur. Alors justement, là c'est juste l'histoire de l'indiquer, les tout premiers namespaces qui ont été créés, ce sont les Mount namespaces. Leur but, c'était isoler les points de montage. Donc vous avez Jérôme Pezzani qui en avait parlé à la DockerCon en 2015. Vous pouvez donc davantage, c'est toujours la même chose, c'est un mécanisme d'isolation supplémentaire, dont la considération aura beaucoup besoin. On passe cette fois-ci sur un autre outil dont vous avez sûrement entendu parler, dans la mesure où lui, il est encore utilisé aujourd'hui. C'est Borg. Borg, c'est l'orchestrateur de conteneurs de Google, utilisé en interne chez lui. N'allez pas croire qu'à l'heure actuelle, Google utilise Kubernetes en interne sur ses data centers. Non, c'est plutôt pour tout ce qui est orienté cloud. Pour leur gros data center, déjà, il y a un énorme historique sur Borg, et en plus, il y a des fonctionnalités qui sont très spécifiques à l'outil qui ne sont pas sur Kubernetes. Donc, il utilise les mécanismes d'isolation qui sont déjà présents sur Linux. Donc c'est bien, on réutilise ce qu'on a fait les années précédentes. Alors lui, il est capable vraiment, en termes de volumétrie, en termes du nombre de jobs qu'il est capable de traiter, c'est énormissime. Je n'ai pas les chiffres, mais on est vraiment sur quelque chose que, en gros, il n'y a que Google qui peut le faire. Et le rappel, c'est ce que je disais au début, c'est que n'allez pas croire que c'est un vieux système qui est deprecated et qui n'est plus utilisé. Non, il est toujours utilisé à l'heure actuelle. Et ce n'est pas Kubernetes, c'est bien Borg, en tout cas sur les data centers en interne. On continue. On passe au conteneur Solaris. Alors c'était sorti avec Solaris 10. Qu'est-ce qu'ils font? Contrôle les ressources. Le plus important est là, ils font une définition de frontières. Là aussi, toujours la même chose, concept un peu de prison, là ils les appellent des zones Solaris. Alors, ces zones, elles agissent comme autant de serveurs, donc ils sont complètement isolés au sein d'une instance d'OS. Hop, et je suis allé trop vite. Miséricorde. Je suis toujours sur le même, donc hop, on le reste après. On continue. Alors OpenVZ, ou de son autre nom, Open Virtuoso,
qui lui va proposer c'est ce qu'on disait, c'est quelque chose qui est très ressemblant à Linux vServer. Il va proposer des capacités de virtualisation au niveau de l'OS. Vous allez d'ailleurs retrouver, vous voyez, sur le côté gauche, vous avez là aussi en haut, hop, vous avez tous les mêmes VPS que pour Linux vServer. Vous avez donc les Virtual Private Servers. Seul souci, de la même façon que ce vServer, vous avez toujours besoin de patcher le noyau Linux. Néanmoins, le gros intérêt, c'est que pour un serveur physique, vous pouvez exécuter de multiples instances de systèmes d'exploitation isolés. Donc en gros, c'est ce qu'on disait précédemment, des distros Linux. Oui. Alors il est à noter que pour le moment, que ce soit vServer et OpenVZ ou Jails, en gros, il n'y en a aucun, il n'y avait que Borg en fait, mais il n'y en a aucun parmi ceux-là qui utilise encore les namespaces Linux dont on a parlé précédemment. C'est simplement qu'il est encore trop tôt. Ils utilisent d'autres fonctionnements et d'autres mécanismes. Bon, je lance tout de suite. C'est quelque chose qui va disparaître avec le temps. On va justement de plus en plus passer sur l'usage des fonctionnalités du noyau Linux. Donc, on passe cette fois-ci au process conteneur chez Google. Alors, les process conteneurs, je pense que rares sont les personnes qui se souviennent encore à quoi ça correspond. Néanmoins, voilà. Ça, c'est beaucoup plus parlant, normalement. Ils ont très vite, très tôt, été renommés en cgroups pour control group. Alors, eux, ils sont avec les namespaces, ce sont cgroup namespace, les deux principales fonctionnalités d'isolation que met à disposition le noyau Linux, c'est capital pour le développement des conteneurs. Il faut pour avoir des conteneurs, les conteneurs modernes que l'on connaît aujourd'hui, il nous fallait absolument ces deux fonctionnalités. Et les namespaces, comme on l'a vu précédemment, ils sont nombreux, il n'y en a pas qu'un type. Et vous allez voir qu'on va avoir besoin d'un type bien particulier pour que vraiment les conteneurs voient le jour, les conteneurs tels qu'on les connaît. Alors, qu'est-ce qu'ils nous permettent justement? Que nous permettent ces cgroups? Eux, ils ont principalement les fonctionnalités, ils permettent principalement de limiter, quantifier et isoler les ressources. En gros, vous allez regrouper les processus et vous allez vous assurer que chacun puisse récupérer, en gros, qu'ils n'aillent pas vampiriser et cannibaliser les ressources du petit copain. Donc en gros, chacun garde ses ressources. De la même façon que je vous l'avais dit, on ne va pas passer trop de temps dessus, mais regardez juste un rapide coup d'œil, c'est ce que fait Julia Evans, c'est toujours la même chose. Je trouve que c'est super clair. Donc, prenez, si vous ne vous embêtez pas à prendre des photos, je vous le donne à la fin du talk. Donc, la conclusion, c'est que les cgroups, en gros, ils vont limiter ce qu'on peut utiliser, combien, et namespace, ils limitent ce qu'on peut voir. C'est ça dont on va avoir besoin pour les conteneurs à l'avenir. Alors, je vous avais parlé d'un type de namespace particulièrement important, c'est cela, ce sont les user namespaces. Ce sont les plus importants pour la conteneurisation. Ils vont permettre à un processus d'avoir ses propres utilisateurs et de disposer des droits routes dans un conteneur et pas à l'extérieur. Alors, juste pour donner la date, j'avais dit qu'il y en aurait beaucoup, en 2008, les cgroups, définitivement, ils intègrent le noyau Linux. Alors ça, c'est un projet plus connu, les fameux conteneurs Linux, les LXC, sur lesquels vont être basés bien des systèmes de conteneurisation à l'avenir. C'est tout simplement la première véritable implémentation d'une gestion de conteneurs pour Linux. Il s'appuie sur les fonctionnalités précédentes qu'on vient de voir, à savoir les namespaces et les cgroups. Gros intérêt, contrairement à OpenVZ et Linux vServer, votre sysadmin, vos ops, respirent nativement présente. Pas besoin de patcher. Et on peut remarquer que c'est quand même allé vite. Finalement, on a eu à attendre que quelques mois pour que, OK, on a les namespaces, on a les cgroups, donc il y a des équipes déjà qui nous ont créé les LXC. Alors, par contre, c'était un outil qui était vraiment dédié aux ops. C'est-à-dire que pour les devs, c'était compliqué d'usage. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une information qui a beaucoup de valeur. Vous allez le comprendre d'ici peu. Là, pour le moment, pour les devs, ça piquait. Quand on s'en servait, on avait mal. Donc, en gros, les équipes... Warden, on progresse. Cette fois-ci, on a un projet qui est porté par Cloud Foundry, qui, lui, justement, va se servir des conteneurs Linux. Alors, ce qu'il voulait, c'est simplifier les choses. Donc là aussi,
On s'est vu précédemment, LXC, c'est compliqué, ce serait quand même bien de faire simple. On veut faire simple, que propose Wattern? Il dit, bah, écoutez, moi je vais proposer une API pour que vous puissiez gérer vos conteneurs vous-même, ce serait pas mal, c'est son objectif principal. Il va également proposer d'autres choses, il va introduire la notion de démon. On va installer un démon dans chaque conteneur, c'est ce que vous voyez sur le schéma. Vous avez le WSHD qui est tout simplement le Wattern Shell Daemon. Qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va avoir pour job, lui, de gérer le conteneur, de lancer vos applications et de rediriger la sortie et l'erreur standard justement vers le client. Il a également ajouté un modèle client-serveur qui lui permet de gérer une collection de conteneurs au sein de multiples hosts. Grande date. Notez, 2013. On est en 2013, on est en février. On ajoute, ça y est, les user namespace officiellement au noyau Linux. Ils sont dedans. Donc le noyau Linux nativement contient les user namespace. 2013, février. Solomon Hykes, donc le fondateur de Docker, l'annonce lui-même. C'est ce qui a rendu Docker possible. Si on n'avait pas les user namespace, on n'aurait pas eu Docker. Ils ont vraiment attendu ça. Donc, on a les six groupes, on a les namespace, comme le dirait Solomon, ceux qui marchent. Quelques autres fonctionnalités que vous avez sur la droite, des fonctionnalités de sécurité, on les laisse de côté pour le moment. Bah, on a tout pour créer des conteneurs. C'est cool. On peut même le faire à la main. Et oui, on peut créer des conteneurs à la main. Vous n'avez pas besoin de Docker. Bon, on va en revenir sur ça pique. Mais potentiellement, une fois de plus, merci Julia, vous vous rendez compte que ici, dans ces quelques lignes, une quinzaine de lignes de code, là, vous déclarez un conteneur fonctionnel. Si vous regardez bien, vous avez tout ce qu'on a dit précédemment. Vous avez les six groupes, vous avez les namespace, vous avez chroot. Il n'y a pas grand-chose de plus. Ça marche. On pourrait le faire encore aujourd'hui. Bon, est-ce qu'on a envie de le faire à chaque fois? C'est quand même un peu pénible. C'est faisable. Oui, ok, c'est faisable. C'est pas si long que ça. Si on doit en faire un bon paquet par journée, on a peut-être envie de plus simple. Donc justement, quel est cet autre moyen? 2013, février. 2013, mars. Un mois après. Docker. Le Docker que nous connaissons nous. Donc c'est là où c'est intéressant d'avoir la chronologie, de voir que vraiment, on attendait, on était dans les starting blocks, et tout d'un coup, il y a un élément qui débloque tout. Là, ça a vraiment été les user namespace. Donc, Docker. Première release de Docker. Docker, là aussi, comme Warden, une optique, c'est la simplification. Il faut que ce soit facile d'accès, il faut que ce soit facile d'utilisation. Il ne faut pas que ce soit un outil qui soit dédié qu'aux apps. C'est ce qui l'a rendu donc très populaire. Alors, à voir que d'ailleurs, comme Warden, à la base, Docker utilisait directement les Linux conteneurs. Mais une fois de plus, même constat, c'est un peu compliqué. Bon, ça va un temps, on est très content que ce soit là, mais rapidement, ils ont recréé leur propre librairie pour gérer ces conteneurs. Ça s'est appelé, basé toujours sur la même chose, pas de magie, sur les six groupes et namespace, sur les fonctionnalités du noyau Linux. Les libs, ça a été la lib conteneur. C'est la même chose que l'XC, c'est simplement plus simple d'usage. Et également, et ça c'est beaucoup plus actuel, dites-vous bien que libconteneur, c'est le papa, c'est l'ancêtre de runc. Runc, dans notre conteneur runtime, qui est encore utilisé à l'heure actuelle. On verra plus tard ce que c'est que runc pour ceux qui ne le savent pas. Alors, mais au fait, pourquoi avoir créé Docker? Grande question. Oui, pour simplifier les choses. Mais qu'en dit Solomon? Solomon il dit c'est quand même bien dommage, on sait beaucoup mieux livrer des grains de café un petit peu partout sur la planète que de livrer nos logiciels. C'est quand même un petit peu agaçant comme constat, il faudrait peut-être faire quelque chose. Ça, il l'a dit, on est le 7 juin 2013, ça a été suite à l'introduction de Docker, tout de suite première conf, la .scale de 2013. Je vous donnerai le lien également pour ceux que ça intéresse, le talk est fantastique, il est encore vraiment d'actualité. Donc il a dit, c'est pas possible, il faut qu'on arrive à shipper différemment, il faut qu'on arrive à shipper de façon industrielle, toujours de la même façon, il faut que ça marche sans qu'on ait à se poser de questions. Résumons, on galère, on industrialise. Donc ça, c'est la devise, c'est le motto de Docker. Il faut réussir à shipper de façon fiable et automatisée. Et pour ce faire, il y a un concept que Solomon aime bien, c'est la séparation des responsabilités. En gros, il y a ceux qui développent et il y a ceux qui livrent. Si je développe, une fois que j'ai mon soft,
je le mets dans le conteneur, et c'est tout. C'est fini, ça s'arrête là. Je m'intéresse à mon soft, je ne m'intéresse pas au conteneur lui-même. Ce n'est pas mon job. À côté, il y a des personnes dont c'est le boulot que de s'occuper de la livraison. Et justement, elles n'ont pas à savoir, mais qu'est-ce que j'ai mis dans le conteneur? Ce n'est pas leur job. Elles doivent livrer le conteneur, peu importe ce qu'il y a dedans. C'était l'idée de Solomon. Alors, on l'a déjà dit, on remarque quand même que là, l'évolution, il y a des tendances. Là, on récapitule. On a eu la création des outils dont on avait besoin. OK, ça existait, c'est bien, ça marchait, c'était compliqué d'usage, phase de simplification, Warden, et ensuite l'apothéose, Docker. Alors là, il fait un parallèle que j'aime beaucoup avec le milieu du transport maritime et la création des conteneurs maritimes. C'était par un Américain en 1956. Auparavant, on voit bien ce que ça donnait. L'industrialisation, elle n'était pas là. Et après, vous avez les conteneurs qu'on connaît à l'heure actuelle. Ce qu'il faut bien se dire sur ces conteneurs, c'est qu'est-ce qu'ils ont en commun? Justement, ils ont tout en commun. Ils ont les mêmes dimensions, le même volume, ils ont les mêmes portes, ils ont le même mécanisme d'ouverture. Que vous ayez à mettre dedans une voiture, un piano ou n'importe quoi, vous aurez le même volume à l'intérieur, vous allez ouvrir les portes de la même façon, vous allez ranger votre produit dedans, vous allez fermer votre boîte et c'est terminé. C'est ça qu'a apporté Docker et c'est directement inspiré justement des conteneurs maritimes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a retrouvé la fameuse baleine, le porte-conteneur, ça vient directement de là. Ce n'est pas eux qui l'ont inventé, ils se sont justement inspirés de ce qui avait été fait dans le milieu du commerce. Donc ça, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Quand on est en charge de la création du produit, on veut avoir uniquement à mettre son produit dans le conteneur. Il faut que ce soit toujours la même chose, quelle que soit la chose, quel que soit le produit. Et quand on est responsable de la livraison, il faut qu'on puisse toujours utiliser le même matériel de la même façon pour être capable justement de gérer son conteneur, peu importe ce qu'il y a dans le conteneur. Donc, c'est l'éclate, mais c'est fantastique, mais c'est trop bien. Mais on veut ça vite. On le veut en prod. Il nous le faut en prod demain. Attention, là ça va frotter. Il y a quand même quelques petits problèmes. On sent qu'il y a des craintes. Quelles sont-elles? Conteneur égale noyau partagé. Donc en d'autres termes, s'il y a quelque chose qui va mal au niveau du noyau, il y a peut-être des chances que ça remonte au niveau du système host. On n'aime pas trop. Le méchant petit démon monolithique. Non, ce n'est pas un mauvais conte pour enfants. C'est Dockerd. Et en fait, ce qui est pénible, c'est que c'était sudo pour tout. Il fallait qu'il soit root pour tout, et il faisait tout. Donc il faisait tout en tant que root. Autre question. Y a-t-il des ops dans la salle? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Précision. Y a-t-il des ops dans la salle qui ont eu affaire à Docker dans les années 2015? Ne me jetez pas de pierre. Souvenir douloureux en approche. Ça parle à quelqu'un parmi les deux mains qui ont été levées, ça? Non? Vous avez échappé à quelque chose, là. Exploit en une ligne. Simple, limpide, vous allez voir. Dockerfile, classique. Juste un petit fichier qui s'appelle exploit. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier? Une simple ligne, bon sang. chroot. Notre exploit en une ligne. chroot pour lancer un shell. Simplement, on va monter le répertoire /host. Donc notre code, on build notre image. OK, pas de problème. Ensuite, on lance et on va monter la racine justement sur le conteneur. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez monter un shell root sur l'OS, pas celui du conteneur, celui de l'host. Quand ensuite vous dites dans le conteneur, qui suis-je? Il vous répond avec votre shell qui est en route sur l'host de l'OS, l'OS papa. Bravo, qui êtes-vous? Mais vous êtes root, c'est merveilleux. Moi, j'ai eu la démo, justement, après coup. On a eu la démo qui a été faite dans une grande banque dont je tairai le nom. Il y a des personnes qui ont perdu des couleurs quand ils l'ont vu passer. Qu'ensuite, surtout, il y a l'Ops qui a fait ça, qui a montré qu'il pouvait déplacer certains fichiers auxquels ils n'avaient pas accès dans la foulée. Un grand moment.
Donc là, tout d'un coup, ça se met à poser un grave problème. C'est plus un petit problème, c'est un grave problème. Vous avez le détail complet de l'exploit, mais ça correspond complètement à ce que je vous ai montré ici. Ça, par contre, c'est pas 1972, ça c'est 2022. Il y a encore 76% des compteurs qui sont lancés en route. Aïe, 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 aïe. Pire encore, regardez la petite ligne en bas à droite. C'est 31% de plus que l'année dernière, donc ça ne va pas en s'arrangeant. Aïe, 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 aïe. Bon, on récapitule. C'est la classe, hein, ou pas. Donc qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, quand même, ça pose un gros problème. Oh, comme quoi tout est logique. C'est le méchant petit démon monolithique qui pose problème? Ok. Et si on faisait 100? Si on arrivait à gérer des conteneurs, justement, sans être root et sans démon? Ça, à l'heure actuelle, ça s'appelle Podman. Alors, justement, avant de parler directement de Podman, il faut parler un tout petit peu d'un autre élément important. Je dis, je ne pourrais pas passer toutes les dates en revue. Celle-ci est importante. Dans l'architecture de Docker, la version 1.11, elle a toute son importance parce que c'est l'apparition de conteneur D et de runC. Conteneur D et runC, ce sont deux conteneurs runtime en charge de choses différentes. Vous voyez qu'avant la version 1.11, vous aviez directement votre démon, le méchant petit démon monolithique qui faisait tout. Bon, alors, c'est toujours root après, mais il a délégué un petit peu. Donc, il utilise conteneur D et runC. Donc, le workflow devient le suivant. Vous avez donc un client qui parle au démon, et le démon, il va commencer par parler à conteneur D. C'est conteneur D, hein, D pour simplement un autre démon. Lui, c'est l'organe de supervision. Et cet organe de supervision, il va parler à runC. C'est in-libraries, c'est un wrapper qui va vous permettre justement d'aller lancer les fameuses fonctionnalités du noyau Linux. Donc tous vos cgroups, tous vos namespaces, c'est runC qui va s'en charger, c'est le bas niveau. Donc runC, on l'avait dit précédemment, voilà, ça y est, c'est l'héritier de libcontainer qu'on a eu précédemment, donc développé par Docker. Alors ça, je ne crois pas que j'en parle directement là, mais si ça a été sorti, justement, on a vu qu'il y a eu dans un premier temps la création d'outils. C'était compliqué, mais ça existait. Ensuite, on a simplifié. Simplifié, justement, c'était libcontainer. Une fois qu'on a libcontainer, il marche bien, il est simple d'usage, on se dit, on a le cœur sur la main, on se dit, et si justement on ne le donnait pas à la communauté, c'est ce qui se fera dès la sortie de runC. Si je ne dis pas de bêtises, il est tout de suite donné à l'OCI. Donc l'Open Container Initiative. Hein. Ça a été fait sur la volonté de Docker. On a simplifié un truc qui marchait, qui était compliqué. Les LXC sont devenus le libcontainer. Et ensuite, une fois que ça marche, très bien, on va sortir le libcontainer de Docker. C'est devenu runC. Donc, ça porte également deux noms qu'on va pouvoir retrouver dans les références sur les conteneurs, dans les docs de référence sur les conteneurs, pardon. Vous avez conteneur D, l'organe de supervision, c'est ce qu'on va appeler un conteneur runtime de haut niveau, un high level, tandis que, voilà, comme runC va s'occuper de tout ce qui est associé au noyau Linux, on l'appelle conteneur de bas niveau. Donc, la gestion des images, c'est justement le transport et la gestion des images, pas des conteneurs, des images, c'est le job de conteneur D. Et pour tout ce qui est comment est-ce qu'on va exécuter les conteneur, il va déléguer à runC. Et le job de runC, c'est ça. C'est de réaliser toutes les tâches qui sont nécessaires à l'exécution des conteneurs. D'ailleurs, vous verrez que tous les conteneurs de ce type, tous les low level, c'est tous run quelque chose ou quelque chose run. Alors maintenant, on peut parler de Podman. Alors, Podman, justement, schéma très simple, mais on le voit tout de suite, il n'y a pas de démon dans Podman. Podman, voilà, il s'occupe de ses images, il s'occupe de ses conteneurs, mais il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul, il utilise deux autres outils que sont Buildah et Scopeo. Hop. Et il est daemonless et rootless. Il n'y a plus de démon et ça ne tourne pas en route. Alors, il y a des moyens, on pourrait faire tourner les choses en route sous Podman, mais ça peut également tourner sans être route. Donc l'idée, c'est qu'on a Buildah qui build, Podman qui run, et Scopeo, en fait, il ne s'occupe que du transfert des images. Donc le plus précisément, vous avez Podman, il crée, il démarre, et il arrête les conteneurs. Vous avez également Buildah qui est capable, lui, de créer les images from scratch ou à partir d'une autre image. Et vous avez Scopeo qui va gérer les images, donc il va la télécharger de la registry, et il va également vérifier la signature de cette dernière. Donc en gros, il est là pour le contrôle d'intégrité. Alors là, l'autre, c'est bien, je suis dans les temps.
L'autre grande date qu'on va avoir, alors on en saute énormément. Comme je vous l'ai dit, je vous donnerai la chronologie complète au total. Pour le moment, je n'ai pas encore parlé de Kubernetes. Spoiler, j'en parlerai pas maintenant. Il y a également tout ce qui est l'OCI, la CNCF, il y aurait matière à en parler parce qu'on voit que là aussi, tout d'un coup, il y a des softs qui ont été créés pour créer ces fondations. Donc vous avez à la même date, vous avez par exemple le RunC, vous avez l'OCI, paf, dans la foulée. Il y a eu des choses similaires pour la SNCF, il y a eu des choses similaires dans le cadre de Kubernetes. On pourra faire, si on a le temps, une passe rapide justement sur la chronologie que je vous mets à disposition. Donc WebAssembly, alors gros morceau, qu'est-ce que c'est? C'est un standard pour le développement d'applications. Il est là pour quoi? Il va permettre quoi? Il va permettre de compiler du code. En gros, il va falloir qu'il y ait des langages qui le supportent et qui permettent de le compiler afin que derrière ça génère donc du bytecode qui va pouvoir être exécuté dans des environnements isolés. Le rapport avec les conteneurs, il est là, il est exécution dans un environnement isolé. Donc là, une fois de plus, notion de conteneur. Donc, vous avez une tartine de langage, il y en a une quarantaine à l'heure actuelle. Vous avez un compilateur, ça va vous donner un bytecode, un binaire, ce qu'on va appeler un module WASM. Alors WASM, l'autre nom de WebAssembly. Derrière, ce binaire, il va être exécuté par un runtime. Et voilà, c'est chouette. Sachant que le runtime, c'est également ce qu'on peut appeler la machine virtuelle WASM. Le but, en gros, de WASM, c'est d'être capable de faire tourner autre chose que du JavaScript dans le navigateur. Ça, on a vu. Donc, les caractéristiques de WASM. Ah oui, pourquoi est-ce qu'on a envie de l'utiliser? Alors, parce que c'est portable. Oui, les modules, ils sont indépendants de la plateforme. Donc ça, c'est un premier bon point. Ensuite, performant. C'est compilé en code machine. Donc ça garantit une certaine performance. En tout cas, par rapport à des langages interprétés. Alors là aussi, il faut se méfier. Est-ce que c'est là où je dis souvent? Oui, je ne mets pas tout le temps plus rapide, mais souvent plus rapide, parce que justement, le moteur JavaScript est également bien optimisé, il est capable de faire des choses à également grande vitesse, et par moment, il sera capable d'être plus performant que WebAssembly. Mais dans l'ensemble, dans la plupart des cas, c'est plus performant de passer par WebAssembly. Côté sécurité. Alors, WASM s'exécute dans un environnement qui est totalement isolé. À la base, les modules, WASM ne peut pas faire d'appel I/O. Il faut qu'il utilise une interface qui s'appelle WASI pour cela. Et sur le sujet de l'isolation, c'est ce que j'explique ici, via le concept des nanoprocess, on en parlera peut-être à peine. WASI va même plus loin que nos namespaces Linux, il va plus loin que le type de namespace network à ce sujet-là. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est juste pour dire que la sécurité va plus loin. WASM place tout de suite la sécurité à un haut niveau. Et au final, aussi très intéressant, surtout quand on est dans le milieu de l'edge computing, c'est tout petit, c'est autonome et tout petit. Par rapport à des conteneurs, sur un module WASM, vous pouvez être de l'ordre de quelques kilooctets à quelques dizaines de mégaoctets. Vous n'arrivez pas à voir. Je ne parle pas ici, ce sera dans mes notes si vous le voulez, dans la chronologie, je parle un tout petit peu de tout ce qui est des images distroless, mais par rapport à une image classique, pour des conteneurs, on est davantage de l'ordre de plusieurs dizaines de mégaoctets à plusieurs centaines de mégaoctets. Donc, j'ai commencé à en parler. La première version de WASI. Donc, WASI, c'est justement l'interface de WebAssembly. L'interface pourquoi? L'interface pour permettre à WASM de sortir à l'extérieur, d'aller au-delà du simple navigateur. Donc on ne marche plus sur le web. Donc on va permettre d'attaquer d'autres types de systèmes. Donc lui, tout simplement, il y en a d'autres, mais il fait l'interface pour cela. C'est lui qui permet à WASM de communiquer avec le monde extérieur. Alors l'histoire de WASM, là c'est intéressant de se dire que à la base, on a dit c'est un standard, il a été poussé par la W3C. Bon, ça c'est sur le papier. Dans les faits, c'est surtout Mozilla qui a fortement poussé WASM pour améliorer les qualités de son browser, donc de Firefox. Sauf qu'il se trouve que c'est quand même un petit peu la crise en ce moment, qu'il y a 2 ans, tout le monde s'est retrouvé à la porte, ou presque. Qu'est-ce qui s'est passé? L'équipe elle a quasiment été rembauchée dans la foulée chez Fastly. Fastly, c'est un CDN. Donc eux, ils font surtout du edge computing, côté back-end. Donc eux, ils ont poussé le développement de WASM dans l'autre sens. Pour le edge computing, donc vous avez une phase WASM navigateur browser, c'est Mozilla, une phase WASM du côté de l'edge computing avec Fastly. Il va falloir qu'on fasse vite pour la fin, mais c'est parfait.
Vous avez surtout, là très important, vous avez l'annonce, ça y est, c'est Oasis, c'est super, par quelqu'un qui est Fastlane Clark. De 2019, regardez la date, la même réponse dans la foulée. C'est Sam Hives qui dit « Ah la vache, trop bien ». Mais s'il y avait eu ça à l'époque de Docker, on n'aurait pas fait Docker. Alors, on va passer très vite là-dessus. Je termine juste, il me reste 5 secondes là-dessus. Et l'apothéose, c'est tout récent, c'est tout simplement Docker qui a annoncé le support de Wasm. Vous pouvez le voir sur la droite. Hop là. Vous avez maintenant directement Docker qui est capable de faire tourner un module Wasm de la même façon qu'un conteneur classique. Et j'ai terminé. Je vous mets à disposition toutes les ressources que j'ai utilisées. La dernière, comme je vous dis, ne passez pas à la pharmacie si vous avez du mal à dormir. C'est complet. Et je vous conseille certaines ressources, surtout le zine de Julia Evans. C'est une pure merveille. Je vais peut-être vous remettre le précédent juste après. Si vous voulez regarder, hop, accédez aux ressources. Et si vous voulez me poser des questions, n'hésitez surtout pas, je pourrais vous montrer ça. Merci beaucoup.